sacrée journée avec Patrick. Hein. Alors, les amis, pour la visite de la ferme, on va commencer juste là. Venez, on va aller s'installer. Du coup, moi, je vous souhaite la bienvenue ici à la ferme perlière Champon. C'est une petite ferme perlière familiale qui a à peu près 24 ans d'activité à son compteur. C'est l'une des plus petites fermes perlières de la Polynésie française. L'élevage d'huîtres, en fait, la station, elle est située là-bas au bout. Il y a une balise verte, on peut apercevoir d'ici. Et à la station, justement, on va compter à peu près 100 000 huîtres de différentes générations. On utilise à peu près 30 000 d'entre elles pour faire des perles. On produira peut-être 20 000 perles à l'année en moyenne. D'accord? C'est que des gros chiffres, hein? C'est que c'est énorme, que des grosses quantités, mais en fait c'est considéré comme une très petite production. 20 000 perles, ce ne sera pas toujours suffisant pour l'export, par exemple. C'est dans ce sens-là, en fait, qu'on considère que c'est une petite production. Donc moi, je vais vous expliquer justement comment est-ce que les perles sont produites, comment est-ce qu'elles sont triées. Et puis du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je m'appelle Théa, d'ailleurs. Et du coup, on va commencer pour la production ici. Et là, je vous présente la variété d'huîtres spécifique à la Polynésie française. C'est celle-ci, qu'on appelle alors l'huître perlière à la lèvre noire. La lèvre noire, c'est ce qui fait le pourtour de l'huître là, hein, vous voyez. Pour l'instant, c'est la seule variété d'huître au monde qui est capable de produire des perles multicolores. En fait, c'est ça la spécialité des perles de Tahiti. Elles sont quasiment jamais noires, hein, comme ce qu'on pourrait penser en fait. Contrairement en fait à ce qu'on pourrait croire, la perle de Tahiti n'est pas que noire. Elle est surtout bleue, verte et aubergine. Ça, c'est les trois couleurs les plus communes. Quand on commence la production de perles, les huîtres auront environ 3 ans parce qu'en fait à 3 ans elles sont prêtes pour la greffe, elles sont arrivées à maturité et elles ont justement cette taille là au bout de 3 ans. On peut les sortir de l'eau et commencer à les greffer. La greffe qu'on va effectuer sur les huîtres, en fait c'est un peu le même principe que ce qu'on effectue pour une greffe d'organes ou une greffe de peau. Ça veut dire qu'il y a forcément un donneur qui a été sélectionné pour le receveur en fait. Là ça va être la même chose. On ouvre les huîtres, mais pas plus que ça, pour justement éviter tout dommage à l'intérieur de l'huître. On va s'aider d'ustensiles similaires à ceux d'un dentiste. Avec le miroir, on va sélectionner l'huître qui a pas mal de couleurs justement sur sa coquille. On peut voir là, il y a plusieurs reflets, il y a beaucoup de vert, bleu, il y a un peu de violet, cuivré aussi. En fait, on va pouvoir obtenir les mêmes couleurs, mais sur nos perles, à condition qu'on puisse justement récupérer la lèvre noire de ces huîtres-là. Ce qu'on récupère dans les huîtres donneuses, c'est tout ça. Vous voyez le truc noir là, la membrane, la lèvre noire extérieure, en fait, c'est la partie de l'huître qui est responsable de la sécrétion de la nacre et des couleurs, bien sûr, qui apparaissent ici. On récupère la lèvre, on la découpe en tout petits morceaux. Donc en fait, on obtiendra plusieurs greffons avec une seule huître, ce qui est pas mal. En général, on peut obtenir 30 griffons avec une huître, par exemple. Et du coup, une fois qu'on a obtenu les griffons, il faudra juste les implanter dans le restant des huîtres, avec ce peu de visibilité bien sûr, et dans la poche perlière qui se trouve juste là. On appelle ça la gonade. Vous voyez, une poche ici qu'il faut inciser, parce que du coup il faut ouvrir la poche pour pouvoir mettre le griffon, et aussi un tuteur pour la perle, ce qu'on appelle alors un nucléus. C'est une bille parfaitement ronde qui n'est pas faite en plastique, par contre c'est plutôt fait à base de nacre pour éviter justement que l'huître ne rejette la greffe. On n'utilisera pas du plastique. Là ici, c'est une coquille qui provient de la rivière du Mississippi, avec lequel on a très peu de taux de rejet. On est à 5% de rejet, étonnamment. On a essayé avec des coquilles locales bien sûr, mais on était entre 20 à 30% de rejet de greffe, ce qui est un peu trop. Hein. Et du coup, une fois que la greffe est terminée là dans la poche, on va juste ramener les huîtres dans l'eau pour une durée de 18 mois, parce qu'en fait
c'est pendant ces 18 mois que le greffon, le morceau de la lèvre, va se développer et va commencer à sécréter de la nacre. Ça va recouvrir en fait le nucléus, la petite bille là, de couche de nacre. C'est pour ça qu'on a coupé des perles en deux pour que vous puissiez justement vous faire une idée. Là on voit la surface de la perle, mais justement à l'intérieur, si vous vous rapprochez, vous verrez qu'il y a le nucléus bien au centre de la perle. Ah, et puis, vous voyez l'épaisseur de couche de nacre a été produite en 18 mois. Ok? Une fois que les 18 mois sont terminés, on passe à la récolte. À ce moment-là, si la perle est jolie, on peut justement continuer la production avec la même huître. On va juste remettre un autre nucléus dans la poche de l'huître qui sera alors de la même taille que la perle qu'on vient de sortir de la poche. Ce qui fait qu'en fait l'huître elle nous donnera une perle plus grosse à la deuxième récolte et ainsi de suite jusqu'à la cinquième récolte. On pourra faire ça jusqu'à 5 fois avec une seule et même huître. Mais c'est très rare d'atteindre la cinquième fois, hein. C'est normal. Il y a beaucoup d'huîtres qui vont se fatiguer et qui ne vont pas toujours produire. En fait, on ne s'attend pas à ce que l'huître produise toujours une bonne perle, hein, ce qui est normal. Hein. Avec le temps, les huîtres se fatiguent et on ne surgreffera pas toujours en fait la même huître. Quand l'huître produit une perle irrégulière, on arrête la production parce qu'en fait on sait que si on surgreffe, ben, la prochaine perle elle va être encore irrégulière. Et donc à chaque fois qu'on a terminé la production avec une huître, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le muscle, la partie qui est là, le muscle parce qu'en fait c'est comestible. Le reste n'est pas comestible, on donne pour les poissons. Et on récupère aussi les coquilles. On les met dans des sacs, parce que ça se retravaille beaucoup plus dans le domaine de l'artisanat. Et un peu plus maintenant dans le domaine agricole. On peut réduire ça en poudre et puis faire de l'engrais avec et tout ça. D'accord? D'autres pertes qu'on devra comptabiliser à chaque récolte. Au total, on a entre 20 à 30% de pertes, hein, généralement à chaque récolte. Ça va être lié à la prédation ou bien à la mortalité, c'est-à-dire les huîtres qui tombent malades à cause d'une bactérie et qui les a infectées. La prédation, c'est tout ce qui est poisson à bec, généralement, bec de canne, perroquet, tortue, tout ça. Après, il faudra compter aussi les rejets de greffe. On a très peu de rejets de greffe. Hein. De 20% de rejets de greffe, on est passé à 5% quand on a commencé à utiliser ces billes-là. C'est peu, mais il y en a quand même. Et donc en fait, il se passe quelque chose d'intéressant parce que le greffon, le nucléus, pardon, il va juste être expulsé de la poche, mais le greffon, il va devoir sécréter de la nacre quand même. Donc les perles qu'on va obtenir, elles seront juste complètement déformées, puisqu'il n'y a pas de nucléus dedans. Il n'y a pas de tuteur. Elles sont déformées là, mais elles sont aussi pure nacre. Donc ça a quand même beaucoup de choses. Donc on garde ces perles-là qu'on appelle les kéchis. On les garde exactement comme elles sont et puis on essaiera de faire des bijoux avec, ça dépend que des goûts personnels. On ne retravaillera jamais une perle. Ça peut être des kéchis comme ça, sans nucléus. Mais des fois ça peut arriver que la perle elle ait un nucléus dedans mais qu'elle soit quand même irrégulière. Même dans ce cas-là, on ne retravaillera jamais la perle. On la garde comme elle est et on essaie de la valoriser comme elle est en fait. Ça dépend que des goûts personnels. Est-ce que vous avez des questions pour l'instant les amis par rapport à la production? Donc en fin de compte, pour créer une perle, il faut 18 mois. 18 mois. D'accord. Bon, après ça c'est pour c'est le temps de production, c'est la durée de production idéale. Quand tu as beaucoup plus de perles à produire par an, tu peux bien sûr réduire le temps de production. Tu peux laisser les huîtres dans l'eau pendant 9 mois. Ça te permet d'obtenir 2 fois plus de perles hein, en 18 mois. Quoi. Il n'y aura pas la même épaisseur de couche de nacre, mais il y aura le minimum requis qui est de 1 mm d'épaisseur de couche de nacre. Hein. Ça, tu l'obtiens, on va dire, entre 7 à 8 mois si tes huîtres sont bien entretenues, comme ça elles sont assez productives. En 9 mois, tu obtiens un peu plus de 1 mm d'épaisseur de couche de nacre, mais en 18 mois, c'est juste idéal. On voit bien là hein, que l'épaisseur de couche de nacre, elle est super, même pour les perles de surgreffe. Et comment vous repérez vos perles par rapport au temps? Par panier comme ça, ouais. Et par ligne, parce que c'est sûr que quand on a 100 000 huîtres, ah, ça fait beaucoup. Hein. Il faut, alors toutes celles qui sont attachées sur la même ligne, elles seront généralement au même stade de développement, la même récolte, qui est
que les premières greffes, deuxième, troisième. Et vous arrivez à récolter tous les jours, alors, en fin de compte? On récolte pas tous les jours. Non. Il y a une saison, enfin on essaie de récolter plutôt en saison fraîche, c'est-à-dire à partir du mois d'avril jusque là, en septembre. On a arrêté la récolte il y a 2 semaines. Ah, d'accord. Mais par contre, on a des premières greffes à faire toute l'année. Dès qu'on stoppe une récolte, il y a toujours des jeunes huîtres prêtes à être greffées. Justement, continuer, qu'il y ait toujours des perles à récolter, il faut qu'il y ait des jeunes huîtres. Et vous faites l'élevage des huîtres aussi Aussi l'élevage. Donc elles, pour arriver au moment où vous allez les greffer, il y a combien de temps? Ça prend 3 ans. Hein. 3 les ans. huîtres, elles doivent avoir au moins 3 ans pour être prêtes à être greffées. Sinon, quand elles sont au stade de larves, elles vont juste s'accrocher. Les larves qui ont été du coup, les huîtres qui sont naturellement produites dans le lagon ou bien celles qui sont à la ferme, quand elles se reproduisent, elles créent des larves en fait. Les mâles et les femelles créent des larves qui s'accrochent naturellement à ce qu'on appelle un collecteur, naturellement grâce au courant. Et après, c'est comme ça que ça commence à se développer. Et bon, nous, on doit juste les laisser grandir, bien sûr, jusqu'à ce qu'elles aient la taille adéquate, 3 ans. 3 ans. Puis après, on peut les greffer. Et c'est justement ce qu'on est en train de faire là, au bout du ponton. On est en train de greffer des toutes jeunes huîtres de 3 ans. Je vous propose d'ailleurs qu'on aille faire un tour. Ça vous va? Ça, vous le mangez quand même. C'est la table, mais vous pouvez vous l'approcher. Et vous pouvez aussi filmer. C'est maintenant ou jamais en fait. Là, voici la greffeuse, elle s'appelle Magnana. Là derrière, c'est Paroé. Et du coup, aujourd'hui, comme je disais, on est sur les premières greffes. C'est que des jeunes huîtres. Là, elle a mis le nucléus dans la poche et là, elle a mis le griffon. Là, vous voyez, les nucléus sont jaunes parce qu'il y a de la bétadine. Paro, il dit que c'est pour soigner. Là, c'est les greffons. Les morceaux, hein, les petits morceaux de la lèvre hein, qu'elle a déjà découpé. Tout ça. Donc là, on voit la poche. On fait l'incision, on met le nucléus. Et là. La bétadine. Là, en fait, si vous voulez, elle a 500 huîtres à greffer aujourd'hui. 500. Et du coup, c'est un peu un système de rotation. Là, ici, à Paroué, par exemple, il s'occupe de préouvrir les huîtres d'abord, avant la greffe. Comme ça, au moins, le muscle est détendu. Plus facile pour l'ouverture. Une fois la greffe finie, il récupère l'huître. Il perce. Après, il fait traverser un nylon pour attacher les huîtres dans les paniers. Après, ça repart dans l'eau. En fait, c'est comme ça. Hein. On a fait 500 en une journée. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Ah ouais. Faites chirurgien, vous dites notre vie ou... Ouais. Et voilà les amis. Donc, maintenant, là, en voyant ça, ça justifie le prix qu'on les paye. Alors vous mangez que ça. Ouais, c'est comme. Après on greffe. Après on l'attache encore en perce et on l'attache dans les paniers. Après avec une autre. Ça va pour le moment? Je ne pense pas. Parce que de toute façon, qu'est-ce que la souffrance si je n'avais pas de conscience? Non, je rigole. En fait, c'est... Ben, en fait, il y a des greffes spéciales de kéchi maintenant. On greffe que le griffon sans le nucléus pour faire plus de kéchi. C'est ça? S'il y a plus de demandes. C'est parce qu'il y a plus de demandes. Oui, tu peux. Vas-y. Mais c'est bon, regarde. Voilà. Oh, nous, on l'a jamais fait celle-là. Super. Alors, les amis, là, je vais vous parler un peu plus de la classification. En fait, ça nous permet de définir la valeur de la perle et ça dépend seulement de la taille, de la forme et de la qualité. En soi,
La taille et la forme, c'est quand même assez simple, hein, parce que du coup, par exemple, en termes de taille, c'est le diamètre total de la perle qui compte. C'est mesuré en millimètres. Donc plus la perle est grosse, plus elle a de la valeur. Pour vous donner une idée, on parle de taille standard quand les perles elles font entre 8 à 12 mm de diamètre. C'est celle justement qu'on obtient à la première récolte. Toutes celles-ci. Okay. Après, on peut bien sûr continuer à surgreffer les huîtres. Et les perles elles sont plus grosses à la deuxième récolte, plus grosses à la troisième. Là, par exemple, les perles qu'on a obtenues à la troisième récolte, c'est 16,5 mm de diamètre. C'est sûr que ça aura plus de valeur parce que c'est plus gros. Mais si c'est toujours de bonne qualité et en plus c'est toujours d'une bonne forme, ça aura encore plus de valeur. C'est plus exceptionnel, c'est plus rare. Ça arrive peut-être 1 à 2 fois par an. Hein. Des perles comme celle-ci. Ça, c'était une troisième récolte du coup? Troisième récolte. Et à cinquième, ça donne quoi? Ça va être plus gros. Mais je pense que c'est très rare hein, qu'on surgreffe jusqu'à la cinquième. C'est vraiment si Maniana elle voit que l'huître elle est toujours capable, la texture du muscle, et, tu vois, si c'est toujours assez ferme, si la poche est toujours assez solide pour continuer. Parce que autrement, à la troisième récolte, quand on obtient ça, c'est déjà énorme. Hein. Je dis, c'est déjà exceptionnel. C'est rare. Mais après, c'est sûr qu'à la cinquième récolte, c'est sûr que la perle elle aurait été beaucoup plus grosse que celle-ci. D'accord? Je vais juste laisser ces perles-là sur ce côté. Puis je vous parle des formes. Comme je disais, la taille c'est simple, la forme aussi, parce qu'en fait, il y a 3 catégories à retenir. Et la plus connue, celle qui a le plus de valeur également, c'est la ronde, bien sûr. C'est celle que tout le monde recherche, mais personne ne sait que c'est la plus rare. C'est 20% de la production seulement. Il y aura 50% de notre production qui ne sera pas du tout ronde. On les appelle toutes baroques et cerclées. Vous pouvez les toucher, il n'y a pas de problème pour toucher les perles. Baroque et cerclé, ça veut dire que c'est asymétrique, même s'il y a un nucléus rond dedans. Ça veut dire aussi, quand on dit cerclé, c'est que la perle elle a des anneaux, des espèces de stries en fait, qui font le tour de la perle. Et tout ça, c'est dû soit des impuretés qui se sont juste incrustées dans l'huile, soit au mouvement de la poche, au mouvement de l'huître dans l'eau. Ça se déforme dans la poche en fait. Ces perles-là, bien sûr, ce sont celles qui ont le moins de valeur. Quand tu compares ça à une ronde, c'est sûr que ça aura beaucoup moins de valeur. Par contre, ça représente 50% de la production. Donc à ce moment-là, on évite de surgreffer. Parce qu'en fait, on sait que la prochaine perle, elle va être encore baroque et cerclée. On n'a pas forcément besoin d'obtenir plus de baroque et cerclée. Tandis que quand on obtient des perles un peu plus symétriques et plus lisses de surface, un peu comme une goutte, là par contre c'est un peu plus intéressant. On appelle ça semi-baroque. Parce que là, avec l'axe de symétrie et la surface plus lisse, peut-être qu'à la prochaine récolte, si on surgreffe, la perle peut-être qu'elle sera plus ronde. Par exemple, ouais, ça peut tourner un peu plus régulièrement dans la poche. Ou bien ce sera encore en goutte. Ça reste quand même assez intéressant. Hein. Une fois que c'est monté, c'est très esthétique en fait. En fait, ça va être la même chose pour les perles semi-baroques et les perles rondes. Ce sont des perles qu'on continue à surgreffer. C'est sûr que c'est la perle ronde qu'on va essayer de produire et reproduire encore parce que c'est la plus recherchée. D'accord? Celle-ci, elle a été montée d'ailleurs sur un beau collier en or jaune d'Ivicara avec des diamants à cou lissé. Sur le collier, ça permet justement de régler la hauteur du cou. Là, on a l'impression que c'est un pendentif sur une chaîne, mais en fait, c'est juste ajustable. Là, ici. Qu'on retrouve aussi en or blanc, tout ça, c'est que des goûts personnels. Hein. Et justement, on est arrivé au dernier critère, celui de la qualité. C'est là qu'en fait, ça demande un petit peu plus d'expertise, on va dire. La qualité, ça dépend surtout du lustre de la perle. Ça dépend aussi des imperfections que la perle peut avoir sur sa surface. Donc, dans ce sens-là, ça veut dire que la meilleure qualité, c'est celle qui n'a pas de défaut, qui n'a aucun défaut de surface et qui a un lustre juste excellent. Et si c'est une perle ronde, ça fait d'elle littéralement une perle parfaite. Les perles parfaites, elles existent. Mais elles représentent seulement 0,1% de la production. C'est-à-dire que sur les 20 000 perles produites à l'année, on en a à peu près 20 de cette qualité-là, qu'on appelle top gem. Par an, 20 sur 20 000 par an, c'est pas énorme. C'est des perles que nous avons choisi de sertir dans un petit écrin, une petite cage, pour ne pas avoir à la percer pour la monter. Les perles parfaites qui n'ont pas de défaut de surface, quand tu les perces, et tu leur crées
un défaut. Et tout ça juste pour monter la perle en bijou. Là, justement, avec notre joaillier qui est sur Pape Été, on a trouvé un système pour garder la perle parfaite, mais monter également. Je vous laisse regarder de plus près. Vous pouvez toucher si vous voulez. Vous verrez que la perle, elle bouge dans la cage. C'est assez exceptionnel. Hein? Vous pouvez vous faire passer les perles, bien sûr. C'est très, très, très exceptionnel, tellement c'est rare. C'est pas forcément une perle qu'on retrouve en bijouterie, ce qui est normal. C'est trop rare, en fait. Un bijoutier ne va pas forcément chercher à garder la perle parfaite. Il va très sûrement devoir percer cette perle-là. C'est pour ça que les bijoutiers préfèrent les qualités A. Là, on est sur les top gemmes qui sont tout au sommet de la pyramide. Qualité A, c'est juste en dessous. C'est une perle avec un défaut, par exemple. Et c'est là qu'on perce. Donc c'est mieux. Qualité A, c'est mieux quand on doit percer la perle. Comme ça, la perle, elle devient parfaite, mais une fois seulement qu'elle est montée. Vous voyez? La différence avec la qualité A, c'est qu'en fait, on aura un peu plus d'options au niveau du montage. Tandis que les perles parfaites, elles seront toujours montées dans des cages. En tout cas, ici à la Femme Perlière Champon, c'est le seul moyen qu'on peut trouver pour l'instant. La qualité A, la voici. Qualité A avec un défaut de surface, par exemple, sur lequel on va percer la perle. Quand la perle elle sera montée, elle devient parfaite. Là, ici, toujours sur le modèle ajustable avec des petits diamants encoulissés. Ou bien, ça peut très bien être traversé complètement. On peut traverser la perle et la fixer sur la chaîne, ici qui est ajustable au niveau du fermoir. Alors, je vous montre vite fait. En fait, celui-là, il est très pratique parce que déjà de 1, c'est très sobre. En réalité, c'est très sobre hein, comme modèle. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de diamant et tout ça. Mais là, justement, le système coulissant du fermoir, c'est très pratique parce qu'en fait, on peut raccourcir le collier et avoir la perle en ras de cou. Quand on porte un t-shirt par exemple, ou on peut bien sûr le porter un peu plus vers le bas, enfin porter la perle un peu vers le bas, mais ça dépend que de la convenance de chacun bien sûr. Par contre, la qualité A à elle toute seule ne suffira pas toujours pour tous les bijoux haut de gamme. C'est seulement 3% de la production de la qualité A. Donc quand on doit faire des bijoux comme celui-là par exemple, on va devoir quand même mixer la A et la B, par exemple, pour avoir un petit peu plus de perles à monter. Parce que la qualité B, figurez-vous qu'elle a le même lustre que la A. Elle aura juste un petit peu plus de défauts de surface. Et c'est pour ça que, si je vous montre, là, c'est comme ça, je vous dis que ça c'est A et B, en fait personne ne peut voir que c'est des A et des B. Il faut savoir déjà la différence entre la A et la B. C'est que les défauts, vraiment. Sinon ils ont le même lustre. Ça se voit hein, que les perles, elles ont tout un très bon lustre là ici. Si je vous laisse regarder les perles de plus près, si vous regardez les perles une par une, vous verrez la qualité B avec plus de défauts, mais il faut vraiment juste les regarder de plus près en fait. Il y a les traits dessus. Il y a plus de défauts, tu vas voir. Pas celui-là. Si on regarde vraiment de très près, on verra, vous pourrez voir justement certaines perles avec un tout petit peu plus de points. Tu vois, il y a des petits picots sur la surface de la perle et tout ça. Une bleue foncée, une bleue claire là. Là c'est aussi un mix de A et B que personne ne peut distinguer bien sûr. Aurimaina Maeva ya